Et si on veut parler de l'OMS, parlons déjà de la manière dont l'OMS est financée, parce que je pense que ça, c'est quelque chose que la plupart des gens n'imaginent même pas. Bon, ils se disent bien que c'est les États membres, on vous a dit, il y en a 196, qui, bien sûr, financent l'OMS. Mais en fait, il y a deux sortes de contributions. Les contributions obligatoires, c'est-à-dire celles que les États, une sorte, on va dire, comment dire, de tarifs selon la possibilité de financement de l'État, qui est obligatoire et qui est géré uniquement par l'Assemblée des États, l'Assemblée mondiale de la santé. Donc, ce sont les États qui gèrent cette partie. C'est un petit peu tous les ans, ils versent quelque chose, voilà. Comme lorsque vous avez un abonnement de golf, eh ben, toutes les années, vous versez votre fee pour le golf. C'est un peu ça. Et puis, on a un autre type de financement qui sont les dons. Il y a toutes sortes de dons. Donc, en fait, c'est volontaire. Et là, quand c'est volontaire, ça peut être les États, bien évidemment, qui versent plus d'argent, par exemple, ou ça peut être des acteurs privés. Et quand on parle d'acteurs privés, là, normalement, on doit commencer à se dire, tiens, mais quels acteurs privés? Eh bien, vous apprendrez que le deuxième contributeur le plus important de l'OMS, c'est la fondation Bill et Melinda Gates. Et puis, vous avez aussi la fondation Gavi. Donc, Bill et Melinda Gates, je crois qu'on n'a pas besoin de dire. Qui c'est? Et la fondation Gavi, c'est justement pour les vaccins. C'est ceux qui font la promotion des vaccins, etc. Donc, la Fondation Gavi est une espèce de succursale de la Fondation Bill et Melinda Gates. Donc, vous voyez que tout est entremêlé. Et puis, il y a une chose aussi très, très importante à savoir, c'est que dans ces contributions volontaires, c'est plus l'Assemblée générale qui s'occupe de ça et qui gère ça directement, c'est au bon vouloir des donateurs. C'est-à-dire que les donateurs, c'est selon leur volonté. Alors, si les donateurs veulent que ça aille, je ne sais pas, peut-être à certaines thérapies, par exemple, à certains vaccins ou à toute autre forme d'autre chose, c'est eux qui décident où va leur argent. Donc là, on commence à se dire, tiens, mais c'est un petit peu bizarre. Donc vous voyez bien que vu que c'est des très gros contributeurs, eh bien, ils ont la main mise en quelque sorte sur l'OMS. Et puis, ce ne sont pas des gens qui sont élus. Ils ne sont pas démocratiquement élus. Ces gens-là, c'est des acteurs privés. Donc, on imagine bien que ils prêchent pour leur paroisse. Donc, ils viennent à l'OMS et la manière dont ils financent l'OMS vous laisse à penser que c'est plutôt dans leur intérêt que dans l'intérêt des peuples. Parce que normalement, bien sûr, ce serait dans l'intérêt des peuples. C'est ce qu'on nous dit, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est pour le bien des peuples. C'est peut-être pas tout à fait comme ça, il faut peut-être l'entrevoir d'une autre manière. Le financement, c'est toujours hyper intéressant. Quand on sait d'où vient l'argent et où va l'argent, on comprend beaucoup de choses. Donc ça, c'est sur le financement. Et puis, bon, ce qui fait beaucoup débat, ce sont depuis quelques années, on va dire depuis la pandémie de Covid, où là, on a commencé à parler beaucoup plus de l'OMS parce qu'on en a subi directement les conséquences. Vous vous souvenez bien de toutes les mesures qui ont été prises pendant cette pandémie. Et toutes ces mesures, elles venaient directement, c'était des recommandations de l'OMS. Donc, ça a commencé comme ça. Recommandations. Recommandations, on est d'accord, tout le monde est d'accord, ça n'est pas obligatoire. On vous recommande. Alors, je vais prendre l'exemple de la Suisse, il y a beaucoup d'autres pays qui étaient dans le même cas. En Suisse, nous avons un plan pandémie qui n'a rien à voir avec celui de l'OMS, mais qui existe. Eh bien, ce plan pandémie, on n'en a pas entendu parler. Il a été gardé dans les tiroirs, on n'en a pas entendu parler. Et normalement, quand on met en route un plan pandémie, ça prend plusieurs semaines avant que les mesures puissent être mises en route. Et là, on a vu un déferlement de mesures dans un temps absolument record, les recommandations venant de l'OMS. Alors bon, on se dit, bon, recommandations, la prochaine fois, on va peut-être faire différemment. Mais non, parce que qu'est-ce qui s'est passé en 2021, en pleine pandémie, on était encore en pleine pandémie, nous avons directement en Suisse, ça c'est vraiment important de le noter, on a des gens vraiment célèbres là en Suisse, un de nos conseillers fédéraux, Alain Berset, qui n'est maintenant plus au gouvernement, mais qui est secrétaire du Conseil de l'Europe, donc vous voyez, il s'est reconverti si on veut, et lui il a crié, il a dit maintenant, il faut absolument
qu'il y ait un traité qui existe, qui soit fait, et le plus rapidement possible. Donc vraiment, il a mis les bouchées doubles. Alors qu'on était en pleine pandémie, qu'on ne savait pas, on ne savait pas les conséquences de cette pandémie, on n'avait fait aucune analyse, mais il fallait y aller. Donc, ils ont commencé à se mettre en route pour faire ce nouveau traité pandémie. Bon, vous me direz, il y avait quand même déjà quelque chose avant. Oui, il y avait le règlement sanitaire international, mais par la même occasion, en même temps qu'on a commencé à mettre en place ce traité pandémie, on s'est dit, bon, on va s'occuper du règlement sanitaire international. Et qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait moins de révision de 300 amendements. Donc, c'est énorme, 300. Et là-dedans, il y a quand même des choses extrêmement préoccupantes. Alors, l'année dernière, ces amendements ont dû être votés par l'Assemblée générale de l'OMS. Et puis, jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier jour, à la dernière minute, ils n'étaient toujours pas votés. Donc, tout le monde s'est dit, chic, ils ne sont pas votés. Manque de bol, à 21h, ils se sont mis d'accord. Et c'est là, vous allez voir, il y a déjà des choses qui sont extrêmement choquantes. C'est que la façon dont ça a été voté, normalement, vous dites on vote, bon, bah, chacun lève la main, on fait comme on veut, bon, ça c'est une chose. Non, ça a été voté par consensus. Ça veut dire, bah, si vous êtes là, c'est bien. Et puis on fait un petit tour en disant, bon, tout le monde est d'accord en fait. Si personne ne répond, bah, tout le monde est d'accord, pof, et c'est pris. Il faut encore dire autre chose, c'est que ces amendements, ces 300 amendements, jusqu'à temps qu'on ait les textes, normalement, il est prévu dans le règlement sanitaire lui-même, je ne sais plus quel est l'article, mais il est prévu que ces textes doivent arriver aux différents États membres 4 mois avant la votation. C'est-à-dire que ça faisait fin janvier 2024. Eh bien, on n'a pas eu les textes avant pratiquement quelques heures du début de l'Assemblée générale de l'OMS. Donc, vous voyez déjà là, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place qui sont un petit peu angoissantes. Et puis bon, dans ces textes, quand on a découvert la teneur de ces textes, il y a quand même un certain nombre de choses extrêmement gênantes. Déjà, il y a un article qui donne une nouvelle définition des produits de santé pertinents. Alors, parmi ces produits, vous avez les produits pharmaceutiques, les dispositifs de diagnostic, les dispositifs médicaux, les thérapies géniques et cellulaires. Bon, thérapie génique, on commence à se dire, ça fait beaucoup de choses. Et puis, il n'est fait en revanche aucune mention de toutes les vitamines, par exemple. Ça, on n'en parle pas, ça n'existe pas, c'est pas dans les produits de santé pertinents, les minéraux, l'homéopathie, bien évidemment, et puis, admettons, les huiles essentielles, tous ces produits naturels. Eh bien là, il n'y a rien du tout, vous n'avez absolument rien. Voilà, ça c'est l'article, c'est un des articles. Et puis, il y a aussi une chose très importante, c'est que vous vous souvenez qu'il y a eu une déclaration de la part du directeur de l'OMS, il a déclaré la pandémie en 2020, et puis, il est absolument habilité à le faire tout seul. Donc, là aussi, il n'y a rien pour dire, mais attends, mon gars, t'es gentil, tu déclares une pandémie comme ça, mais tu te bases sur quoi? C'est quoi les critères? Les critères sont extrêmement flous. Et en plus, pire que ça, il suffit que ça soit une potentielle pandémie. Et là, on déclare l'état d'urgence avec toutes les mesures qu'on a pu constater pendant le Covid, et toutes ces mesures sont applicables. Donc ça, c'est aussi un des amendements qui font assez souci parce que si une personne au monde peut déclarer une pandémie et que derrière, vous avez tous les États qui suivent, sans qu'on puisse… il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc là, de nouveau, un problème. Et puis bon, toutes ces mises en place, il faut aussi penser à combien ça va coûter, parce que tout ça va coûter. Les États membres vont devoir changer leur législation. En Suisse, c'est déjà le cas. On a une révision de la loi sur les épidémies en Suisse qui va dans le même sens d'ailleurs que le règlement sanitaire international. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont démocratiquement très discutables.